On avait commencé l'exercice 3 la dernière fois, on avait fait la question numéro 1. D'accord. Alors, question 2, alors je vous rappelle, on va d'abord lire l'énoncé, puis je vous rappellerai après les résultats qu'on a obtenus. Donc la première question, elle portait sur le calcul du carré de la quadrille impulsion de la particule finale. Alors je vous rappelle la, le système qu'on avait. Hein. On avait deux particules de même masse avec des vitesses de même module. Alors l'une qui arrivait sur l'axe OX et l'autre sur l'axe OY dans le sens négatif et qui, après collision, formaient une seule et même particule de masse grand M qui partait avec une vitesse U3. D'accord. Alors, on avait d'abord calculé le carré de la quadrille impulsion finale, donc P3 carré, et on en avait déduit la masse de cette particule finale, donc grand M, en fonction de petit m et de gamma U. Alors, deuxième question, c'est ce qu'on va faire maintenant. En utilisant l'équation de conservation de l'impulsion, déterminer l'impulsion P3 et l'angle phi en fonction de P, sachant que, étant donné que les deux vitesses sont de même module, eh bien les impulsions P1 et P2 auront le même module, évidemment. Et dernière question, calculer U3 en fonction de U. Alors, on va à la solution. Alors voilà, on avait écrit rapidement, hein, on avait écrit la conservation de la quadrille impulsion. On a élevé au carré, écrit l'expression de chacun des termes et on était arrivé à, en réécrivant notre équation de départ, celle-ci, eh bien on était arrivé à écrire une relation entre les masses. Voilà. Alors, maintenant, on écrit la conservation de l'impulsion, c'est-à-dire que dans notre, dans notre équation de conservation de la quadrille impulsion, on va prendre en compte le deuxième terme, celui qui fait apparaître, voilà, celui qui fait apparaître P1 et P2 et puis P3 pour la quadrille impulsion P3. Donc, on écrit la conservation de l'impulsion, donc l'impulsion finale égale la somme des deux impulsions initiales. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que P1 est dans le sens positif, donc on va pouvoir l'écrire avec le vecteur unitaire EX. P2 est dans le sens négatif, on va pouvoir l'écrire avec le vecteur unitaire EY. Donc P1 sera dans le sens positif, donc ça sera plus PEX. Et P2 sera dans le sens négatif, donc moins PEY. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc P3 égale module de P1 EX moins module de P2 EX. Alors, sachant que alors P1 étant égal à gamma U1 MU1 et P2 égale à gamma U2 MU2, sachant que U1 égale U2 égale U et que M1 égale M2 égale M, eh bien j'écris que P1, le module de P1 égale au module de P2 égale à P, d'accord? Et que du coup cette expression P3 égale P1 plus P2 s'écrit sous une forme très simple qui est PEX moins PEY. Alors on cherche le module de P3. Alors théorème de Pythagore, P3 c'est racine de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, donc racine de P carré plus moins P au carré, donc ça me donne P3 égale P racine de 2. L'angle θ, alors sachant que je vais avoir, si on dessine P3 ici, je vais avoir P3X et P3Y. Alors je vais peut-être le faire. Alors si je dessinais P3, je prends une autre couleur.
Alors ça, c'est P3, d'accord? Et je vais écrire ces composantes. Si le curseur veut bien revenir. Voilà. Alors, j'ai donc mon vecteur P3 et mes deux composantes P3X et P3Y. Alors, si je veux la tangente de cet angle, eh bien, il suffit que je fasse le côté opposé, donc P3Y, sur le côté adjacent dans ce triangle rectangle, d'accord? J'ai P3 qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Si je veux la tangente, je fais le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, j'ai P3Y sur P3X. Donc, P3Y, eh bien, c'est moins P. P3X, c'est P. D'accord? Et voilà, les composantes, elles sont ici. Alors, j'obtiens une tangente qui vaut moins 1, c'est-à-dire que l'angle phi vaut moins pi sur 3 radians. Alors, ensuite, on nous demande dans la troisième question, alors, troisième question, calculer U3 en fonction de U. D'accord? Eh bien, on réécrit notre relation entre P3 et P, puisque dans P3, je vais faire apparaître la vitesse U3 et que dans P, je vais faire apparaître la vitesse U. Et ça me donnera peut-être une relation entre U3 et U. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On a trouvé ici que P3, c'est P racine de 2. Eh bien, j'écris à la place de P3, j'écris son expression. Donc, gamma U3, M, grand M U3, c'est la définition de l'impulsion. Hein. À la place de P, je vais mettre gamma U, petit m U. Donc, le voici. Donc, j'ai réécrit ma relation entre P3 et P, qui est devenue une relation entre U3 et U. D'accord? Alors, je vais rajouter une relation qui est la relation de conservation de l'énergie, c'est-à-dire que je vais écrire que dans, vous vous rappelez, dans mes expressions alors j'aurais pu l'écrire, voilà, par exemple, pour la quadrille impulsion P1, ce premier terme représente l'énergie sur C. D'accord? C'est bon? Alors, si vous écrivez que j'ai l'égalité entre P3, la quadrille impulsion P3 et la somme des deux quadrilles impulsion P1 et P2, ben ça veut dire que le premier terme de chacun des vecteurs, je vais pouvoir écrire une relation entre ces premiers termes. C'est-à-dire que je vais écrire que E3 sur C égale à E1 sur C plus E2 sur C. Ça veut dire que je peux écrire que E3 égale E1 plus E2. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que E1? C'est gamma U mc carré. E2, qui a même vitesse et même masse, ce sera gamma U mc carré. E3, eh bien, c'est gamma U3 grand M c carré. D'accord? Alors, pourquoi donc j'ai deux fois gamma U m c carré égale gamma U3 m c grand M c carré. Ça me donne une deuxième relation entre gamma U et gamma U3. Alors, je vous rappelle que ici, j'avais déjà une première relation, sauf que j'avais deux inconnus qui étaient U3 et gamma U3. Alors, si j'ajoute cette deuxième équation, eh bien, je vais pouvoir dire que gamma U3 M U3
eh bien c'est 2 fois gamma UM et je me retrouve avec une seule équation à une seule inconnue qui sera U3. Donc si je remplace ici gamma U3 MU3 par 2 gamma UM, eh bien je vais avoir, alors c'est ce que j'ai fait ici, je vais avoir 2 gamma UM U3 égale à gamma UM U racine de 2 et j'identifie en simplifiant par gamma U petit m, j'obtiens U3 égale à U racine de 2 sur 2. Voilà. Alors on va passer à l'exercice 4, sauf si vous avez des questions, hein, c'est le moment. Est-ce que c'est bon ou vous avez besoin que je détaille quelque chose? Madame, est-ce que vous pouvez remettre juste la dernière partie de la question 3? Oui, bien sûr. Oui. Alors, la dernière partie de la question 3. Alors, j'ai peut-être, c'était pas utile ça, hein, cette partie-là, elle est pas utile. C'est-à-dire que il suffit juste, regardez, je prends cette équation et celle-ci, d'accord? Et vous voyez bien que à gauche, j'ai ce terme-là, gamma U3, M U3, c'est bon? Alors, j'ai ce terme-là que je retrouve ici. Donc, ça veut dire que je peux juste, à la place de ce terme, écrire 2 gamma UM égale gamma UM racine de 2, c'est-à-dire que, alors, j'ai oublié le 3, alors, excusez-moi. Euh, c'est oui, à la place de gamma UM, je mets 2 gamma UM, donc je vais avoir 2 gamma UM U3 égale à gamma UM racine de 2. C'est bon? Là, j'ai Oui, compliqué inutilement, c'est-à-dire que j'ai écrit gamma U3 en fonction de tout le reste. Ça m'a donné 2 gamma U petit m sur grand M. Et après, j'ai remplacé ici, alors qu'on pouvait remplacer directement gamma UM ici. C'est bon? oui, oui, c'est bon, merci. Ça va? Merci. D'accord. Alors, exercice 3, 4, pardon. Alors, une particule, un petit peu plus grand, une particule chargée est accélérée par une différence de potentiel U. Déterminer l'évolution de la vitesse U de la particule en fonction de grand U, c'est-à-dire grand U, c'est la différence de potentiel. Dans quelles conditions retrouve-t-on les résultats de la mécanique classique? Application, tracer les courbes U sur C en fonction de grand U. Pour des électrons et pour des protons, on donne M0C carré égale à 511 Kelvin. Alors voilà. Alors on va faire le raisonnement pour une charge, quel que soit son signe. C'est-à-dire qu'on va considérer les deux cas, le cas où cette charge est positive et le cas où la charge est négative, pour que les résultats qu'on obtienne soient valables aussi bien pour l'électron que pour le proton. D'accord? Puisque à la fin, on nous demande d'appliquer ça à un électron et à un proton. Alors, qu'est-ce qui va se passer? euh, À partir du moment où vous mettez une différence de potentiel grand U, eh bien, vous faites apparaître un champ électrique qui sera orienté du plus grand potentiel vers le potentiel le plus faible. D'accord? Donc ici, entre ces deux plaques, je vais avoir un champ électrique orienté vers le bas. Alors, je vais commencer par considérer une charge positive qui va partir de la plaque chargée positivement. C'est un condensateur plan, donc j'ai des charges positives sur cette armature et des charges négatives ici. Alors imaginons qu'on fasse en sorte qu'une charge positive quitte la plaque du haut. Alors qu'est-ce qui va lui arriver?
elle va, elle va quitter la plaque avec une vitesse négative et dès qu'elle se retrouve dans le champ électrique, elle va être soumise à une force électrique qui va l'accélérer vers l'autre plaque. D'accord? Donc la charge positive, elle va aller d'ici à là et je vais regarder comment évolue son énergie cinétique et son énergie potentielle. Alors vous savez que quand c'est une force qui s'exerce sur une charge, la force étant une force conservative, la force électrique étant une force conservative, j'ai la conservation d'énergie totale. C'est-à-dire que la variation d'énergie cinétique va être opposée à la variation d'énergie potentielle. Donc j'écris que delta T, la variation d'énergie cinétique, est égale à moins delta V, c'est-à-dire moins la variation d'énergie potentielle. Alors, quelle est la situation? L'énergie cinétique initiale, quand la charge positive est partie d'ici, elle est partie avec une vitesse nulle. D'accord? Elle arrive ici avec une vitesse, on va dire U finale, et cette vitesse lui donne l'énergie cinétique T. D'accord? Donc, la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale, donc T, moins l'énergie cinétique initiale, 0. Donc, j'ai la variation d'énergie cinétique égale à T. Maintenant, j'écris que c'est moins la variation d'énergie potentielle. Alors, je fais pareil, je mets le signe moins ici, mais à l'intérieur de mon crochet, je vais mettre l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Alors, quelle est l'énergie potentielle finale? Eh bien, une charge dans un potentiel, elle a une énergie potentielle qui est le produit de Q de la charge par le potentiel. Donc, quand elle est arrivée ici, elle est arrivée sur la plaque qui est au potentiel 0. Donc, elle a une énergie potentielle qui est nulle. D'accord? Donc 0. Son énergie potentielle de départ, eh bien, elle est partie de la plaque qui est au potentiel U. Donc, elle avait une énergie potentielle QU. Alors, j'écris énergie potentielle finale moins énergie potentielle initiale. Ce qui me donne T égale à, alors j'ai deux signes moins, T égale QU. Ça va jusque-là? C'est de Oui, l'électricité oui. de première année. Hein. Alors maintenant, je vais considérer une charge négative. Alors la charge négative, si elle est dans cet espace, c'est qu'elle a quitté, quelque chose a fait qu'elle a quitté cette armature négative. Donc son état initial, c'est d'être sur cette plaque et son état final, c'est d'être sur l'autre plaque. Évidemment, une charge négative placée dans ce champ va être soumise à une force qui va être orientée en sens inverse du champ et qui va la pousser vers la plaque du haut. D'accord? Alors, son état initial, c'est donc d'être au potentiel 0. Son état final, c'est d'être au potentiel grand U. Son énergie cinétique initiale, elle part avec une vitesse nulle. Elle arrive ici avec une vitesse qu'on va appeler U finale. Alors, j'écris pareil. Delta T égale à moins delta V. L'énergie, la variation d'énergie cinétique, c'est son énergie cinétique finale moins son énergie cinétique initiale. Elle a quitté la plaque avec une vitesse nulle. Elle est arrivée sur l'autre plaque avec une vitesse finale. Alors, égale à moins la variation d'énergie potentielle. Son énergie potentielle de départ, c'est 0. Son énergie potentielle d'arrivée, c'est QU. Donc, delta V, c'est QU moins 0. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça me donne maintenant comme relation? Bien, ça me donne T égale à moins QU. Alors, c'est normal. L'énergie cinétique étant une quantité qui est toujours positive, et ben si j'ai moins Q, Q étant négative, la quantité moins Q sera positive, donc tout va bien. J'ai toujours une, une énergie cinétique qui est positive. Alors, comment est-ce que je vais relier ces deux résultats?
au lieu de garder plus ou moins Q, eh bien, je vais dire que T, c'est la valeur absolue de Q multipliée par U. D'accord? Donc, quand la charge est positive, la valeur absolue de Q, c'est Q. Quand la charge est négative, la valeur absolue de Q, ça sera moins Q. C'est bon? Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va chercher quelle est l'expression de cette vitesse U en fonction de la vitesse de cette charge, qu'elle soit positive ou négative, en fonction de la différence de potentiel dans laquelle on va la mettre. Alors, j'écris la définition de l'énergie cinétique. Ensuite, eh bien, je vais, pour faire apparaître la vitesse, eh bien, je vais plutôt exprimer gamma U en fonction du reste. D'accord? Donc, je vais m'arranger pour que gamma U soit isolé. Alors, je fais quoi? Ben, j'écris déjà ce que c'est que cette énergie cinétique. Donc, c'est, d'un côté, par définition, c'est gamma U moins 1 par MC2. Mais là, dans cette situation, j'ai trouvé que T, c'est le module de Q par U. D'accord? Donc, j'écris que l'énergie cinétique, je réécris cette expression. T, c'est gamma U moins 1 MC2. Et de l'autre côté, j'ai valeur absolue de Q, U. Alors maintenant, ben, je vais sortir le gamma U. Donc ici, ça veut dire que le gamma U-1, je fais passer le MC2 à droite, il passe au dénominateur. Ensuite, je fais passer ce 1 à droite et j'ai gamma U égale à 1 plus QU sur MC2. C'est bon? Alors, alors comme je sais déjà que dans gamma U, je vais avoir une racine, puisque gamma U, c'est 1 sur racine de 1 moins U carré sur C carré, et bien je passe directement au carré, et comme ça, je n'aurai pas la racine. Alors, gamma U carré, j'élève au carré à gauche et à droite, donc gamma U carré égale cette expression au carré. Ensuite, j'inverse. J'écris que 1 sur gamma U, eh bien, ça sera 1 sur ça. Et gamma U étant égal à 1 sur racine de 1 moins U2 sur C2, ben, si j'écris 1 sur gamma U carré, je vais avoir directement ici 1 moins U carré sur C carré, d'accord, égal à l'inverse de ça. Alors ensuite, eh ben, je fais passer le moins U2 sur C2 à droite et ce terme-là à gauche. Donc, le moins U2 sur C2 devient positif et ce terme devient négatif. Donc, j'ai U2 sur C2 égale à 1 moins 1 sur cette parenthèse au carré. Et je vais pouvoir donner l'expression de U en fonction de C, de M et de grand U. Voilà. Donc, je fais passer le C ici. Donc, je vais avoir U carré égale à C carré multiplié par tout ce terme-là. Et j'extrais la racine. Donc, j'ai U égale C racine de 1 moins 1 sur 1 plus module de Q. U sur MC2. Alors, le tout au carré. Est-ce que vous avez suivi? C'est bon? Oui. D'accord. Alors, ensuite, on vous demande dans quelles conditions est-ce qu'on retrouve les résultats de la mécanique classique. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on est censé retrouver? Quel est le cas classique? Alors, le cas classique, c'est que U est très petit devant C. Dans la mesure où U est très petit devant C, eh ben, quand vous regardez l'expression de gamma U, vous vous rendez compte que quand U est très petit devant C, gamma U, il est pratiquement égal à 1. Donc, j'écris que
gamma U est pratiquement égal à 1. Alors, qu'est-ce que j'avais comme expression pour gamma U? Gamma U, c'était ça. D'accord? Si gamma U est très proche de 1, eh bien, ça veut dire que ce terme-là est négligeable. D'accord? Devant 1, ça veut dire que QU sur MC carré est très petit devant 1. C'est bon? Alors maintenant, eh bien, on va voir ce que ça devient. Quand, euh, quand ce terme-là est très petit devant 1, je vais reprendre mon expression de la vitesse et je vais considérer le cas où ce terme-là est très petit devant 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire ça d'une manière qui me permette d'écrire le développement limité de manière plus simple. Donc, au lieu de laisser 1 sur cette expression au carré, je vais dire que c'est cette expression à la puissance moins 2. D'accord? Donc, j'ai réécrit que U, c'est C. Alors, le 1 reste. À la place de 1 sur cette expression au carré, ben, je dis que c'est l'expression à la puissance moins 2. Ça va? Et quand, et quand je fais le développement limité, quand ce terme-là tend vers 0, eh bien, je vais avoir, alors ce terme ne change pas, et le contenu de la parenthèse sera, j'ai mis ici que c'est une approximation, c'est pas une égalité ici, hein, c'est une approximation. Cette expression à la puissance moins 2, c'est la même chose que 1 moins, alors je garde ce terme-là, et à la place de ce terme, je vais mettre moins 2 QU sur MC2. D'accord? J'ai mis l'exposant ici. Bon, c'est un développement limité que vous avez l'habitude de faire. Hein. Alors, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? C'est que j'ai 1 moins 1, ça part, et j'ai le moins 2, donc plus 2. Donc, j'ai U égale C racine de 2 QU sur MC carré. Le C carré, je peux le sortir de la racine, ça devient C. Il va se simplifier avec le C qui est devant la racine. Conclusion. Eh bien, U, dans le cas classique, c'est racine de 2QU sur M. Alors, est-ce qu'on a bien retrouvé le cas classique? Eh bien, oui, parce que dans le cas classique, l'énergie cinétique, elle s'écrit pas sous cette forme. Dans le cas classique, l'énergie cinétique, elle s'écrit sous la forme 1/2 de m u carré. D'accord? C'est ça que vous avez utilisé comme expression de l'énergie cinétique dans le cas classique. C'est-à-dire pour des vitesses qui sont très petites devant la vitesse de la lumière. Alors, ce qu'on a écrit ici reste vrai. T, c'est Q, on n'a pas fait d'hypothèse sur la valeur de la vitesse quand on a écrit ça, ni sur l'expression de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est le module de Q par U, et je réécris, puisque T égale QU, et que d'un autre côté, T égale 1/2 de MU carré, eh ben, j'ai 1/2 de MU2 égale à QU. Alors, il y a une... Oui, c'est bon. Alors, j'ai U2 égale à 2QU sur M, donc U égale, ce que j'ai trouvé ici, racine de 2QU sur M. C'est bon? Voilà. Donc là, on vous demandait, il y avait deux questions. Hein. C'était dans quelles conditions est-ce qu'on retrouve les résultats de la mécanique classique. Donc il fallait trouver que la condition c'est celle-ci, mais la question n'était pas directement posée, mais il fallait aussi démontrer que si on a cette inégalité, alors l'expression de la vitesse, elle devient l'expression qu'on aurait trouvée si on avait fait le calcul en mécanique classique. Voilà.
Alors, la troisième question, c'était application, tracer les courbes U sur C en fonction du potentiel pour des électrons et pour des protons. Alors déjà, il faut écrire les expressions. Donc on est arrivé à cette expression pour U. Donc nous, ce qu'on va tracer, c'est U sur C. Donc j'écris que U sur C, c'est racine de l'expression qu'on a trouvée. Alors on va appliquer ça à un électron. Alors on a dit que c'était le module de Q. Donc alors la charge d'un électron, c'est moins petit e, mais je prends en considération le module de Q. Donc c'est E. Et la masse de l'électron, c'est M0, d'accord? Donc on écrit M0 C carré. Alors qu'est-ce que ça change pour un proton? Ben, j'ai le module de Q qui est égal à module de plus E, donc E. Et j'ai au dénominateur, je sais que la masse du proton est 1836 fois plus grande que la masse de l'électron. Donc au dénominateur, ici, je vais avoir un terme qui sera pratiquement 2000 fois plus grand que celui-là. C'est bon? Alors, vous pouvez vous amuser à tracer U sur C en fonction de cette variable. On pourrait mettre un grand X ici à la place de cette expression et vous vous rendrez compte que ça va, ça va augmenter très vite. Dès que vous prenez, dès que cette valeur-là devient égale enfin très vite, ça dépend, ça dépend ce qu'on entend par là. Alors, dès que cette valeur-là atteint la valeur 2, c'est-à-dire que EU est 2 fois plus grand que M0C2, d'accord? Eh bien, je vais avoir U sur C qui va être égal à 0,94. Alors, U sur C, c'est le rapport entre la vitesse de l'électron et la vitesse de la lumière. D'accord? Donc, ça va tendre vers 1. Ce qu'on cherche, c'est de quelle manière est-ce que la vitesse de l'électron va tendre vers 1. Alors, ce qu'on constate, c'est que pour EU sur M0C2 égale 2, eh ben on est déjà à 0,94. Alors, si vous faites le calcul, vous êtes à 2. Alors, sachant que M0 C carré, c'est 511 keV. Si vous êtes ici au rapport 2, ça veut dire que U est égal à 10 puissance 6 volts. D'accord? Puisque je vais avoir deux fois 511 keV. C'est bon? Alors, on dit que l'électron devient ultra relativiste quand sa vitesse, elle devient du même ordre de grandeur qu'elle tend vers la vitesse de la lumière. Alors, le proton, par contre, vous voyez que au dénominateur, j'ai un terme qui est beaucoup plus grand qu'ici, qui est 2000 fois plus grand. Eh bien, on va observer le même phénomène pour une tension qui est beaucoup plus grande, qui va être 2000 fois plus grande que la tension qu'il faut pour l'électron. Alors, euh, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai utilisé une échelle logarithmique pour pouvoir représenter les deux courbes en même temps. D'accord? Alors, vous voyez bien que c'est à partir de 10 puissance 6, pour U égale 10 puissance 6, je suis ici pour U sur C égale à 0,9, un peu plus de 0,9. Par contre, pour le proton, eh bien, il faut une tension 2000 fois plus grande.
pour observer le même phénomène. Voilà. Alors évidemment, pour les vitesses, pour les tensions qui sont plus faibles, eh bien le rapport U sur C, vous voyez bien que U va être, si U sur C est proche de zéro, eh ben, ça veut dire que la vitesse de l'électron est très très faible, d'accord? Donc pour pouvoir obtenir des vitesses élevées, eh bien il faut le mettre sous une différence de potentiel très très grande. Il faut euh, il faut avoir dépassé sa son énergie au repos, d'accord? Il faut l'avoir dépassé 2 fois pour qu'il puisse prendre en quelque sorte de la vitesse de manière à être à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Voilà. Donc il faut la, 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 si vous voulez, la conclusion de cette de cet exercice, c'est quoi? C'est que pour qu'un électron ait une vitesse proche de la vitesse de la lumière, eh bien il faut le mettre sous une différence de potentiel qui est de l'ordre de 10 puissance 6 volts. Et un proton qui est plus lourd, eh bien pour qu'il puisse avoir une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il faut le mettre sous une différence de potentiel qui est de l'ordre de 10 puissance 9, plutôt de 2 10 puissance 9 volts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Moi, personnellement, non. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Eh ben alors, Moi aussi, pas de question. d'accord, ben c'est bon. Alors, je passe à l'exercice 5. Alors, exercice 5, on a un faisceau d'un accélérateur bombarde une cible qui émet des mésons pi. Alors, leur énergie, alors il manque un mot ici, c'est leur énergie cinétique, est de 1,26 giga-électronvolts. Alors, premièrement, quelle est la vitesse des mésons, sachant que leur énergie au repos est de 140 MeV. Ensuite, la durée de vie moyenne propre de ces particules est taux zéro égale 2,6 10-8 secondes. C'est-à-dire que la durée de vie de ces particules quand elles sont au repos, eh bien, c'est 2,6 10-8 secondes. À quelle distance maximale de la cible doit-on placer un détecteur si on veut détecter au moins 1% de ceux qui sont émis par le détecteur? Alors, la loi de décroissance des particules de durée de vie taux est, c'est une loi en exponentielle. Alors, on nous donne donc l'énergie cinétique de ces particules et on nous demande de trouver leur vitesse. Bon. Alors, on fait quoi? Ben, on écrit, comme tout à l'heure, l'expression de l'énergie cinétique de ces particules, donc gamma U moins 1 MC2. Alors, MC2 étant l'énergie au repos, eh bien, je peux remplacer MC2 par E0, puisque dans l'énoncé, alors on a tout intérêt à faire ça, parce que dans l'énoncé, on vous donne E0. D'accord? Donc, je vais remplacer MC carré par E0, puisque MC carré, c'est justement l'énergie au repos de ces particules. Alors, ça me donne donc une relation entre gamma U et d'un côté T, de l'autre E0. Donc j'ai gamma U, je vais passer le 1 de ce côté. J'ai gamma U égale à 1 plus T sur E0. C'est bon?
Là, la première étape, c'est que j'ai écrit que gamma U moins 1, c'est T divisé par E0. D'accord? Ensuite, j'ai fait passer le moins 1 à droite. Donc, gamma U égale 1 plus T sur E0. Je cherche l'expression de U. Eh bien, c'est le moment de remplacer gamma U par 1 sur racine de 1 moins U carré C carré. Et au second membre, j'ai juste réduit au même dénominateur. Donc, T plus E0 sur E0. Alors, pour pouvoir m'en sortir, ben, j'ai tout intérêt à élever au carré pour me débarrasser de cette racine. Et j'inverse pour avoir la vitesse au numérateur. Donc, je vais écrire que cette expression au carré, d'accord, égale à E0 carré divisé par T plus E0 le tout au carré. C'est bon? Là, j'ai inversé et j'ai élevé au carré en même temps. Alors, j'ai besoin de U, donc je vais mettre ce terme-là à droite, ce terme-là passe à gauche, donc celui-là devient positif, celui-là devient négatif. Donc je vais avoir U carré sur ces deux, c'est bon, égal à 1 moins E0 carré sur T plus E0 carré, et j'ai ensuite réduit au même dénominateur. D'accord? Donc j'ai T plus E0 carré plus sur T plus E0 carré, ça c'est le 1, d'accord? Et j'ai le moins E0 carré, et j'ai ce terme, alors je développe ce carré. Bon, j'ai pas mis tous les détails, mais j'espère que vous suivez. Alors, je répète, hein, j'ai isolé mon U2 sur C2. Je l'ai fait passer à droite pour me débarrasser du signe moins. Ce terme est passé à gauche, il devient négatif. Ensuite, je réduis au même dénominateur. Donc, j'ai T plus E0 de tout au carré moins ce terme-là que j'ai fait passer à gauche, le tout sur T plus E0 au carré. Alors, je développe ici mon carré, je vais avoir T carré plus E0 carré plus 2 fois T E0. Alors, le E0 carré va partir avec ce moins E0 carré. Et j'ai, alors, T carré plus 2 fois T E0 sur T plus E0 carré plus E0 le tout au carré. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez suivi les calculs ou vous voulez que je détaille? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Voilà, alors on peut laisser ça en fonction de C. Donc quand vous faites ce calcul, alors on a T, c'est ce qu'on vous a donné dans l'énoncé, c'est le 1,26 GeV. Le E0, c'est des 140 MeV. Et puis on peut laisser le C. D'accord? Ce qui nous intéresse dans quasiment tous les exercices, c'est de savoir quelle est la relation entre la vitesse en question et la vitesse de la lumière. Donc, si vous mettez qu'est-ce que ça représente par rapport à la vitesse de la lumière, ça suffit, c'est pas la peine de faire l'opération. Alors, la question 2, pardon. On cherche la distance à laquelle on doit placer la cible pour détecter au moins 1% des maisons qui ont été émises. Alors déjà, on nous a donné la loi de décroissance, mais la loi de décroissance, on nous l'a donnée avec une durée de vie taux. Mais nous, la durée de vie qu'on a dans notre énoncé, c'est la durée de vie au repos. Donc, on va déjà commencer par écrire une relation entre la durée de vie et la durée de vie au repos. Alors, c'est
la relation de dilatation du temps, donc taux donc la durée de vie des maisons pi qui sont en mouvement, c'est gamma U multiplié par leur durée de vie quand ils sont au repos. Alors, la loi de décroissance devient n égale n0 exponentielle moins t sur, à la place de taux, je mets gamma U taux 0. Alors, ce qu'on cherche, c'est la distance à laquelle on doit placer la cible. D'une manière indirecte, ce qu'on cherche, c'est le temps qu'il faut pour les maisons pour arriver, pour exister le temps pendant lequel il y a des maisons qui existent encore. D'accord? Alors, on appelle T1 le temps au bout duquel 1% des maisons existent encore. D'accord? Il y en a qui ont disparu, mais euh, je veux savoir quel est le temps au bout duquel j'ai encore quelques maisons qui existent. Donc 1%. Donc on va écrire que n ici, c'est 1% du nombre initial de particules émises. Donc n sur n0 égale à 1%, c'est-à-dire 10 moins 2. Donc j'écris ce que c'est que n sur n0 et je mets que ça va correspondre, que c'est 10 moins 2, ce 1%, va correspondre au temps t1. Donc j'écris que 10 moins 2, c'est l'exponentielle de moins t1 sur gamma u taux 0. Alors, je ne change rien si j'inverse chaque membre de l'équation. Donc, si je fais 1 sur 10 moins 2, j'obtiens 10 puissance 2. Et si je fais 1 sur l'exponentielle moins t1 sur gamma u taux 0, j'obtiens l'exponentielle positive. Alors, je passe au log pour me débarrasser de l'exponentielle. Donc, j'ai log de 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 log de 10. Et de l'autre côté, le log de cette exponentielle, eh bien, c'est ce que j'ai, c'est ce terme-là. Donc, log de 10 à la puissance 2, c'est T1 sur gamma U taux 0. Donc, T1, c'est log de 10 à la puissance 2 multiplié par gamma U taux 0. Alors, le log de 10 à la puissance 2, on a dit que c'était 2 log de 10. Donc 2 log de 10 multiplié par gamma U taux 0. Alors le gamma U, si vous faites le calcul, c'est 10, d'accord? Parce que notre gamma U, on l'a ici, hein, c'est 1 plus T sur 0. Quand vous faites ce calcul, vous trouvez quasiment 10. C'est 10,0 quelque chose. Donc, on va considérer que gamma U, c'est 10. Et ça va nous permettre de calculer ce temps T1. Alors, notre question de départ, c'est pas quelle est la valeur, quel est le temps au bout duquel on a encore 1% des maisons qui existent. C'est la distance à laquelle il faut placer la cible pour que ces maisons qui existent encore puissent arriver à la cible. Donc, j'ai la distance, je multiplie par la vitesse de ces maisons et j'ai D égale, alors je multiplie U par T1, c'est bon? Alors U, j'ai trouvé que c'était 0,995 C. Alors là, bon, on est bien obligé de faire notre calcul. On a tous les termes, hein. Donc j'ai U, j'ai gamma U qui vaut 10, j'ai taux 0 qui est donné dans l'énoncé. C'est bon. Alors on obtient 357 mètres,4. J'espère que j'ai pas fait d'erreur dans mon application. Est-ce que vous avez des questions? Je considère que non.
Alors, on va... alors, je crois que Monsieur Chamy va vous faire l'exercice 6. Donc, on va traiter l'exercice 7. Alors, il s'agit d'un choc élastique. Alors, on a une particule de masse petit m d'énergie cinétique T1 qui entre en collision avec une particule de même masse initialement au repos. Après le choc, les particules ont des angles θ1 et θ2 avec la direction incidente et ont des énergies cinétiques T1' et T2'. Alors, on note alpha égale T1 sur mc2. Montrer que le cosinus carré θ1 égale à T1' facteur de T1 plus 2 mc2 sur T1 facteur de T1' plus 2 mc2. Déduire l'expression de T1' en fonction de T1, θ1 et alpha et donner les valeurs maximales et minimales de T1', préciser pour quelle valeur de θ1 elles sont obtenues. Alors, voilà déjà le schéma. Alors, on a deux particules de même masse, d'accord, qui entrent en collision. Donc, j'ai une première masse qui a une vitesse qu'on va appeler U1. L'autre masse est au repos, d'accord. On a une collision et après la collision, ça c'est la situation avant la collision. Après la collision, eh bien, elles partent chacune dans une nouvelle direction. Donc, celle-ci part avec une vitesse U1' et celle-là va partir avec une vitesse U2'. Alors, les angles qu'il y a entre la nouvelle direction et la direction incidente de la première particule, eh bien, c'est θ1 pour cette masse et θ2 pour celle-ci. Alors, il s'agit d'un choc élastique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un choc élastique? Ça veut dire que les particules ne changent pas d'état. Ça veut dire que leur masse avant la collision et leur masse après la collision restent les mêmes. C'est-à-dire que M1, si ça valait M avant la collision, et bien après la collision, M1 reste égal à M. Il n'y a pas de changement de masse après une collision élastique. Chacun des deux corps reste tel qu'il était du point de vue de la masse. D'accord ? Alors, il s'agit d'un système isolé, donc on va écrire la relation de conservation de la quadrille-impulsion. Donc, la somme des quadrilles-impulsions avant la collision égale à la somme des quadrilles-impulsions après la collision. Alors, on cherche l'angle θ1. On vous demande de trouver le cosinus carré de θ1. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va isoler P2' pour que l'angle θ2 n'apparaisse pas dans les équations. D'accord? Parce que si on le laisse de l'autre côté de l'égalité, eh bien, on va avoir un moment où il y aura le produit scalaire de ce vecteur avec un autre vecteur, et ce produit scalaire va faire intervenir l'angle θ. Et on aurait trop d'inconnus dans notre système d'équations, donc on a tout intérêt, quand on veut se débarrasser d'un angle, on a intérêt à mettre cette quadrille impulsion toute seule, d'accord? Comme ça, quand on élèvera au carré, eh bien, on aura une relation simple. Le module carré de cette quadrille impulsion, ben, ce sera m carré c carré. D'accord? Alors, j'isole P'2, c'est-à-dire que je fais passer ce terme à gauche. Donc, j'ai P1, P'2 égale P1 plus P2 moins P'1. Et on va élever au carré maintenant. Donc, P' carré égale A. Alors, j'ai le choix, mais le plus simple, c'est de mettre ces deux-là
ensemble, d'accord? Donc, je mets P1 plus P2 moins P'1 et je vais élever au carré. Donc, j'aurai ce terme au carré plus celui-là au carré moins 2 fois le produit, donc 2 fois le produit de P1 plus P2 par P1'. Ça va? Donc, j'ai juste développé le carré en considérant P1 plus P2 comme un seul terme et P'1 comme second terme dans cette différence. Donc, c'est de la forme A moins B au carré. Alors, je développe ensuite P1. Alors, à gauche, j'ai toujours P2' au carré. À droite, j'ai ce carré à développer. Donc, P1 carré plus P2 carré plus 2 fois P1, P2. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est bon? Ce terme-là, je le reporte, il ne change pas. Ici, je vais avoir P1, 2 fois P1, P1' et 2 fois P2, P2'. Alors, il ne faut pas oublier le signe moins ici. Donc, j'ai moins P1, P1', 2 fois P1, P1', moins 2 fois P2, P1'. C'est bon? Alors, maintenant que j'ai tout développé, ben, je vais écrire les termes un par un. Alors, qu'est-ce que je sais de chacun des termes? Alors, déjà, à gauche, le P2' carré, eh ben, je sais que c'est M2, c'est un invariant, hein, le module carré d'une quadrille impulsion, c'est toujours M carré, C carré. Donc, ici, j'ai M carré, C carré. Alors, je suis là. Ici aussi, je vous rappelle que les masses sont égales, d'accord, avant et après la collision, et chacune vaut M. Donc, j'ai M carré, C carré, P1 carré, c'est M carré, C carré, P2 carré, c'est M carré, C carré, pareil pour P1' carré, d'accord, et j'ai déjà écrit P2' carré. Donc, j'ai déjà tous les modules carrés qui sont connus. C'est M2 carré, C carré. Ils sont tous égaux. Alors, ce qui me manque maintenant, c'est les produits. Alors, j'écris P1, P2. Alors, je l'écris sous la forme. Alors, le terme, le premier terme, c'est le terme d'énergie. Donc, E1 qui correspond au terme d'énergie. Donc, E1 sur C. Alors, pour P1, E1 sur C, P1, puisque la particule numéro 1, elle a une vitesse U1, donc elle va avoir une impulsion P1. Par contre, la particule 2, elle était au repos, la voici, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on écrit pour cette particule? Eh bien que son impulsion est nulle. Donc, quand je fais le produit scalaire P1, P2, je vais faire le produit de ces deux termes moins le produit de ces deux termes. Donc, E1, E2 sur C carré moins P1 par 0, 0. Donc, E1, E2 sur C carré. C'est bon? Maintenant, je fais le produit scalaire P1, P1'. Alors, qu'est-ce que j'écris? Pour P1, je vais avoir E1 sur C, P1. Et pour P1', j'écris E1' sur C, P1'. Donc, j'ai produit scalaire P1, P1', c'est le produit des termes E1 sur C, E'1 sur C, moins le produit P1, P1', qui est le produit scalaire des vecteurs P1 et P1'. Alors, dernier terme, c'est P2, P1'. Eh bien, j'écris, alors, il ne faut pas oublier que P2 est au repos et que donc son impulsion est nulle. Donc, j'écris le vecteur correspondant à P2, le vecteur correspondant à P1' et je calcule le produit scalaire. Donc, le produit de ces deux termes moins le produit de ces deux termes. Donc, ça me donne E2
E1' sur C carré et il n'y a pas de secondaire. C'est bon? Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je reviens ici, hein. J'ai écrit tous les termes, j'ai écrit tous les modules carrés, donc ces quatre-là, c'est bon. Donc j'aurai ici à gauche M2 C carré, à droite je l'ai une fois, deux fois, trois fois, donc 3 fois M2 C carré. Maintenant j'écris les doubles produits. Alors les doubles produits, j'ai le produit P1, P2, j'ai trouvé que c'était E1, E2 sur C2. Ensuite, j'ai le double produit de P1, P1'. Alors, j'ai trouvé que c'était E1, E1' sur C2 moins P1, P1', le voici. Et il me reste le double produit P2, P1' que j'ai ici. C'est E2, E1' sur C2. C'est bon? Alors, du coup, ça me donne quoi? Eh bien, ce M2C2, si je le fais passer à droite, eh bien, j'aurai 3M2C2 moins M2C2. Donc, ce sera 2 fois M2C2. Donc, j'aurai 0 égale 2 fois ce terme, plus 2 fois celui-là, moins 2 fois ce terme, moins 2 fois ce terme. Ça veut dire que le facteur 2, il revient partout. Eh bien, je vais le simplifier et j'aurai cette expression-là. Alors, voilà, j'en étais là, hein. Alors, dans cette expression, ce que je suis en train de chercher, c'est le cosinus de l'angle θ1. Le cosinus de l'angle θ1, il va apparaître dans ce produit scalaire. Je vous rappelle que θ1, c'est l'angle qu'il y a entre U1' et l'ancienne direction de U1. C'est-à-dire que ça sera l'angle entre P1' et P1. C'est bon? Donc, dans le produit scalaire P1, P1', eh bien, je vais pouvoir faire apparaître l'angle θ1. Je vais pouvoir dire que ce produit scalaire, c'est le module de P1 par le module de P1' par le cosinus de θ1. D'accord? Et du coup, eh bien, mon cosinus de θ1, alors, si j'écris le produit scalaire, je me suis arrangée pour mettre le produit scalaire d'un seul côté de mon équation. J'ai ce produit scalaire en fonction de tout le reste. Et donc, le cosinus de θ1, qui sera égal à 1 sur le produit des modules P1, P1', et multiplié par tout ce qui reste. Voilà, alors je suis obligée de vous laisser partir, il est 9h05, donc on va s'arrêter là. On finira la prochaine fois, je pense que ce sera en présentiel. Voilà, je vais arrêter.